Bonjour, bienvenue à Citogy Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Alia Hassan, je travaille à la sensibilisation à l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G, et je suis aujourd'hui avec Agustín Avila Romero, qui est docteur en sciences sociales et développement durable par l'Université autonome métropolitaine et licencié en économie par l'UNAM, qui est l'Université de Mexico City. Actuellement, il est directeur général des politiques pour la secrétariat de l'environnement et des ressources naturelles à Semarnat et chargé du bureau de l'Institut national de l'écologie et des changements climatiques, l'INEC. Il a été coordinateur général du Centre d'éducation et de formation pour le développement durable de la Semarnat, entre autres fonctions. Docteur Avila, bienvenue à cette session de Citogita qui se déroule dans un contexte difficile. Nous savons par le GIEC que dépasser l'objectif de 1,5 degré de température est actuellement plus que probable, y compris avec les trajectoires d'émissions qui sont les plus basses, mais qui toutefois atteignent les 1,5 degré. Nous savons également que plus que jamais, la priorité de remplir ces objectifs de température de l'accord de Paris et que pour les remplir et pour s'attaquer donc à la cause principale du changement climatique, ça doit être la réduction des émissions et l'élimination de l'excès de carbone dans l'atmosphère. Mais dans ce contexte, il s'avère que certains scientifiques cherchent des formes de faire face aux impacts croissants de dépassement des températures avec des techniques comme celle de la modification du rayonnement solaire, qui sont des techniques qui ne peuvent aucunement être considérées comme des solutions à la crise climatique, mais qui pourraient aider à réduire provisoirement, temporairement, certains des impacts liés au dépassement des températures. Docteur Avila, pour commencer, j'aimerais que vous nous commentiez quel est son travail ainsi que les questions climatiques sur lesquelles travaille le gouvernement du Mexique. Euh, Quels sont les principaux impacts du changement climatique au Mexique et dans la région et les stratégies principales et les défis pour aborder et réduire ces impacts au Mexique et dans votre région? Bonjour Alia, tout d'abord merci beaucoup de me donner l'occasion d'être aujourd'hui avec vous. Notre travail dans le gouvernement du Mexique, dans notre unité de changement climatique, est lié à la construction de politiques publiques en la matière pour notre pays et est lié à cet élément d'action climatique dans les territoires du Mexique pour faire face aux impacts. La première chose que je voudrais dire, c'est que le Mexique est un pays qui contribue très peu aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais qui subit de plus en plus ces impacts, les impacts du changement climatique. Nous observons dans notre pays une élévation du niveau de la mer dans les deux côtes, à la fois dans le golfe du Mexique et du côté de l'océan Pacifique. Nous voyons, par exemple, nous aidons la communauté du Bosque dans l'état de Tabasco qui est en train de disparaître en raison de l'élévation du niveau de la mer. Et donc cette situation de montée de niveau de la mer s'accompagne à côté de sécheresses extrêmes et qui nous a poussé l'année dernière à déclarer l'état d'urgence dans l'état du pays pour sécheresse. Et il y a aussi des glissements de terrain, des pluies torrentielles et des ouragans dans le golfe du Mexique. Donc vraiment, le Mexique est très vulnérable au changement climatique et ressent ses impacts d'une façon croissante. Et donc le gouvernement de Mexico, ce que nous faisons, du Mexique, pardon, c'est d'agir aussi bien pour réduire nos émissions. C'est pour ça que dans la COP27, le Mexique s'est augmenté à avoir un objectif plus ambitieux, en passant de 22% à 35%. Et également, nous nous attachons à construire avec les gens des politiques publiques en matière d'adaptation. Et c'est une adaptation participative qui travaille à partir de la base, qui est une approche ascendante et qui cherche donc à impliquer les personnes qui sont directement touchées par ceci
Et on commence à construire depuis cette base les stratégies de résilience climatique qui nous permettent de fortifier, par exemple, la production d'aliments au niveau local avec des techniques agroécologiques et pas avec des monocultures qui permettent d'édifier des murs verts, et ce qui n'est pas la même chose que les solutions euh, simplement technologiques que proposent souvent les grandes entreprises. Et donc, on veut vraiment qu'il y ait un ordre écologique, un agencement écologique du territoire en fonction des aptitudes et qui permettent d'avancer comme dans les villes plus ou moins grandes et de leur donner un rôle proéminent dans cette histoire pour que ce soit eux qui puissent mener les processus de résistance au changement climatique. Voilà, tel que nous l'appelons ici. Oui, donc en fin de compte, c'est une série de défis qui sont très importants pour un gouvernement comme le vôtre, qui est face à toutes les conséquences du changement climatique. Et bien sûr, c'est un pays qui contribue très peu, donc au niveau international, au gaz à effet de serre. Docteur Avila, à la fin de l'année dernière, s'est produit un fait qui a apporté une grande polémique et de fortes réactions dans le monde entier. Une nouvelle entreprise commerciale des États-Unis a lancé un globe, un ballon en Basse-Californie qui était destiné à libérer du soufre dans la stratosphère pour refroidir, donc selon eux. Et à partir du moment où cette nouvelle a été connue, le gouvernement du Mexique a publié un communiqué officiel dans lequel il a annoncé qu'il interdirait les expériences de modification du rayonnement solaire. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la série d'événements qui ont conduit à cette communication, à ce communiqué de presse de la place de la Semarnat et de l'INEC. Que s'est-il passé à ce moment-là? Le gouvernement du Mexique était-il informé de cette expérience? La première chose que je voudrais dire, c'est que la crise politique que l'on voit demande des solutions réelles. Et il ne faut pas voir le changement climatique comme une nouvelle opportunité d'affaires, comme un nouveau Green Deal. Et donc, ce que nous avons appris, qu'une entreprise des États-Unis, une start-up de Boston, réalisait des expériences dans notre pays de géo-ingénierie solaire sans avoir demandé le moindre permis, que ce soit au gouvernement fédéral, d'État ou aux gouvernements municipaux. Donc, la première chose que l'on veut bien dire, c'est que le gouvernement du Mexique ne va pas être un tube à essai de ces technologies et ne va pas permettre ces expériences sur son territoire. Deuxièmement, bien entendu, et sans aucun doute, ce fait a été réalisé sans le consentement du Mexique, donc a violé notre souveraineté nationale. Troisièmement, différentes études nous parlent des impacts collatéraux de l'utilisation de cette technologie qui peut produire dans certaines zones ce fait de refléter le rayonnement solaire peut produire dans certains produits plus de sécheresse, ou au contraire, une concentration des pluies de la région tropicale. En plus, ça peut dégrader la coupe d'ozone, et ça vont dans ce sens plusieurs études qui relient donc cette dégradation avec cette technologie. Donc nous avons signé ce communiqué, donc ça a été la Semarnat et du gouvernement du Mexique et l'INEC, donc je travaille, ainsi que le Conseil national de sciences et de technologie du Mexique. Et ce dernier est très important car c'est là où est développée la recherche scientifique de notre pays et où, en fin de compte, les experts et les chercheurs avertissent sur l'utilisation de cette technologie et ses probables impacts non seulement sur le climat, mais aussi sur les moyens sociaux des gens, sur la structure sociale. Les personnes peuvent voir leur cycle des pluies modifié, ce qui donc impacte leur production agricole. Et ça peut entraîner aussi des migrations climatiques à certains moments. Si à un moment il ne pleut plus dans un endroit, eh bien les gens vont devoir quitter leur terre. Juste pour éclaircir un point, la recherche est également interdite ou c'est uniquement les expériences intérieures et extérieures qui sont interdites?
Ah, c'est les deux. On ne va pas, le gouvernement du Mexique ne va pas permettre que soient menées à bien sur notre territoire des recherches et des expériences en matière de géo-ingénierie solaire. Ce n'est pas une priorité du gouvernement du Mexique et nous devons faire des véritables actions réelles, vraiment pour le changement climatique. Et beaucoup de grandes entreprises des États-Unis qui sont installées sur notre territoire doivent faire un effort très grand pour atténuer leur gaz à effet de serre qui génère cette crise climatique. Et nous croyons que c'est là où il faut vraiment investir véritablement. Et il faut vraiment réduire de façon très importante le CO2 qui est dans l'atmosphère et le méthane car également qui est un gaz important. Par exemple, la Semarnat a des nouvelles normes sur les charges résiduelles dans notre pays et qui visent à réduire drastiquement cette question des gaz qui s'évaporent à certains moments parce que les entreprises industrielles déchargent ceci dans nos rivières et dans nos fleuves. Merci pour cet éclaircissement. Donc, en, dans le domaine national, quelle décision le gouvernement du Mexique pense prendre ou va prendre? Nous avons une coordination étroite avec l'Institut de sciences et technologies et nous avons un panel d'experts déjà au niveau de l'Amérique latine, surtout sur cette question. Nous avons participé à des réunions avec des ministres de l'environnement dans l'Ibéroamérique. Et donc, nous avons vraiment parlé de cette question de la géo-ingénierie solaire. Nous avons évoqué ce thème et nous leur avons dit l'intention du gouvernement du Mexique de faire connaître ce décret prochainement sur l'interdiction de la géo-ingénierie solaire dans son pays et qu'au niveau international, nous voulons pouvoir avancer dans le sens d'une gouvernance au niveau international sur ce type d'expérience. Donc, dans ce sens, nous avons aussi parlé avec le gouvernement allemand et d'autres gouvernements pour pouvoir produire les règles au niveau international qui nous évitent ce type d'expérience de fait que ce soit fait au nom de l'atténuation du changement climatique, alors que ça s'accompagne très certainement de très grandes conséquences pour le climat dans le reste du monde. Parfait. Et dans vos dialogues avec des pays comme l'Allemagne ou avec d'autres gouvernements ou dans les différents espaces multilatéraux, quel type de réaction avez-vous rencontré lorsque vous parlez de ce thème? Parce qu'il existe enfin, cette conversation en est à tous ses débuts. Et dans de nombreux pays ne sont pas véritablement informés sur cette question. Donc, ce serait intéressant de savoir quel type de réaction vous avez vu dans ces types de dialogues, des conversations. Oui, bien sûr, c'est un thème qui en est à ses prémices, à ses débuts. Et le Mexique a eu la malchance d'être le premier pays où a été réalisée cette expérience. Donc, ça a été un sujet nouveau et donc il faut voir, bien entendu, la réglementation et le gouvernement du Mexique va la faire connaître, donc la réglementation en la matière. Et nous aurons très, très certainement la possibilité de développer des rencontres bilatérales ou multilatérales qui nous permettront d'ici à la COP 28, enfin, ou au sein des Nations Unies, ou dans la COP 28, donc qui nous permettra de produire une réglementation. Et nous disons qu'il faut vraiment concentrer les ressources pour le changement climatique sur des véritables actions d'adaptation et d'atténuation. Ce que nous voyons ici, c'est une sorte de déviation des ressources dans une sphère spéculative, de spéculation, sur une technologie dont on ne sait pas si elle nous aidera vraiment ou si elle produira plus d'effets néfastes et négatifs sur une population qui est déjà affectée par le changement climatique. Donc, nous mettrions euh, en avant cette nécessité de diriger ces ressources vraiment là où se produisent les pertes et dommages
Et c'est-à-dire qu'il faut penser aux personnes et à la nature qui souffrent ces processus de changement. Donc, il faut protéger les animaux et la nature et qui voient tous ces cycles écologiques modifiés. Et ceci est beaucoup plus urgent que de dédier de l'argent à ce type de technologies qui peuvent produire des effets adverses, comme l'ont démontré beaucoup de scientifiques dans différentes parties du monde. C'est très clair, merci. Je voulais justement aborder une question que vous connaissez bien. En fin février, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport d'un panel d'experts indépendants qui s'appelle Une atmosphère, dans lequel il indique entre autres que entre les différents inconnus et risques qui entourent la modification du rayonnement solaire, il est nécessaire d'établir un processus international d'examen et révision scientifique, relecture scientifique, pour identifier les incertitudes, les risques, etc. Et ils estiment qu'un processus international de gouvernance serait très utile pour pouvoir aborder ces questions de recherche, y compris d'investigation à l'intérieur et de petites expériences à l'air libre de modification du rayonnement solaire. Le Mexique a été co-sponsor de la proposition de résolution de l'Association extraordinaire des Nations Unies en 2019 sur la géo-ingénierie, mais qui a été retiré au bout d'une semaine après d'intenses négociations. J'aimerais vous demander si, à la lumière de ceci, vous pourriez nous en dire plus sur la vision de Mexico sur ces décisions des Nations Unies et, le cas échéant, quel serait votre point de vue aujourd'hui. Je pense que ce document, donc Une atmosphère, du programme des Nations Unies sur l'environnement, est un très bon cadre pour illustrer ce qui se passe actuellement et pour fortifier la gouvernance dans ce domaine. Les entreprises ou les startups qui sont liées à l'utilisation de cette technologie doivent comprendre qu'il y a un cadre international d'action, qu'il y a des règles et qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul climat qui est interconnecté au niveau international, planétaire, dans le sens où ce qu'on peut faire en Indonésie va avoir des impacts aux États-Unis, en Chine ou au Mexique. On est une seule et même planète qui est interliée et qui est vivante, vivante comme diraient les personnes qui parlent de Gaïa. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'une plus grande de plus grand nombre d'études scientifiques et d'un principe de précaution clair qui prennent effet et qui voient ce que la technologie les conséquences qu'elle peut avoir sur des millions de personnes. Nous avons besoin, et c'est une grande réussite de l'humanité, ça a été de freiner l'amincissement de la couche d'ozone dans cette planète, ce qui a montré l'utilité de la volonté internationale dans un thème absolument fondamental, et donc ouvrir une sorte d'espace à cette technologie, alors que de nombreuses études disent que ça va justement contribuer à cet amincissement de la couche d'ozone, euh, va et c'est une chose qui a été faite avant, qui a eu du succès et qui nous donne de l'espoir. Et les pays doivent se mettre d'accord maintenant sur la question d'affronter les changements climatiques. Et donc c'est très important, et je le redis, de ne pas voir le changement climatique comme une opportunité commerciale et d'affaires pour commercialiser de nouvelles technologies qui n'ont pas fait leur preuve sur le plan scientifique mais de concentrer nos ressources du changement climatique sur l'atténuation pour que les entreprises réduisent vraiment leurs émissions de gaz à effet de serre et également pour éduquer sur l'environnement, pour réduire la consommation et le consumérisme qui est tellement prégnant, et surtout pour lutter contre cette obsolescence programmée de nos dispositifs électroniques ou même des vêtements ou des aliments que nous consommons et qui sont produits à des millions ou des milliers de kilomètres dans des conditions d'ailleurs qu'on ne connaît pas. Donc il faut changer le modèle de consommation global
et privilégier les circuits courts, la commercialisation en circuit court et la production et commercialisation. Donc là, c'est là où il faut mettre les ressources. Il faut changer nos modèles de consommation. Et si on le fait, on va beaucoup apporter à la réduction des gaz à effet de serre. Et donc dans tout ceci, il faut investir. euh, il y a par exemple les petits pays, regardez, insulaires, qui appellent désespérément au sein des Nations Unies, les petits États insulaires et dans les COP, sur le fait qu'ils vont disparaître, qu'ils sont en train de disparaître. Et là, il faut vraiment avoir un sentiment de l'humanité générale et pertinent, et pas simplement pour sauver la vie des personnes qui vivent là, mais aussi pour sauver toute la nature qui est autour de tous ces espaces et que l'on est en train de perdre. Donc il faut en finir avec cette vision anthropocentrique d'utilisation d'une technologie qui va nous sauver du désastre qu'on est en train de commettre et qu'on est en train de produire sur notre planète en région de cette utilisation indue des technologies et des combustibles fossiles. Il faut en finir avec ça et il faut créer une vision plus de cohabitation des humains avec la nature. Et il faut que ce soit urgent revenir à notre lien avec la nature et ça c'est une nécessité urgente pour la planète et pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il y ait des pratiques éco-écologiques agroécologique, construire des villes durables avec des véhicules électriques, avec des pistes cyclables, avec une construction à zéro émission de carbone dans ces villes. Donc ce sont des choses très urgentes à faire. Et c'est pour ça qu'il nous faut nos ressources, pour construire ce nouveau modèle durable de notre planète et pas de nous consacrer à ces aspects spéculatifs dont je parle et qui partent de cette vision technocentriste selon laquelle la technologie pourrait nous sauver de ce que l'on produit, des conséquences que l'on produit. Et il faut changer notre état d'esprit véritablement. Et ce changement d'esprit implique de penser que ce modèle non durable que l'on vit actuellement est un modèle de société qu'il faut changer. Mais il y a également des bons pas dans la construction, hein, dans de nombreux endroits de la planète. Et au Mexique aussi, il y a beaucoup d'expériences comme ça collectives qui sont menées dans le bon sens, où les personnes gèrent leur territoire de manière durable, où en fin de compte, ils tirent profit des ressources des forêts et respectent les êtres vivants. Et surtout, avec tous les peuples indigènes du Mexique, car notre pays est celui qui, en Amérique latine, qui en valeur absolue a le plus grand nombre de personnes qui viennent des peuples indigènes. Et c'est peut-être pour ça que, surtout dans le sud, dans le sud-est de notre pays, c'est peut-être pour ça qu'on travaille pour conserver bien mieux les biens naturels. La différence du nord du pays qui est très très lié et très connecté aux États-Unis, où malheureusement la connexion avec la nature n'est pas aussi forte, est faible même, et où a été privilégié l'aspect économique au détriment de la vie et de l'environnement, et que c'est pour ça que dans ces régions, il y a de grandes dévastations de l'environnement, de l'air, des rivières, des fleuves. Par exemple, à la ville de Monterrey, il y a plus de jours avec de l'air irrespirable que de jours où il y a un air de bonne qualité. Donc ce modèle, il faut vraiment le remettre en question et il faut lui dédier des ressources pour avoir des résultats à long terme. Et il y a beaucoup de travail à faire et à continuer à faire dans ce domaine, euh, même si ça fait des dizaines d'années qu'on travaille dans ce sens, nous qui sommes impliqués dans ces processus, mais les choses ont leur litre assez long. Et vous parliez justement de ce que, à l'aléa moral, c'est-à-dire de détourner l'attention des mesures qui doivent être prises en priorité pour faire face au changement climatique et pour garantir la durabilité des écosystèmes, maintenir la biodiversité et bien entendu, les, nous les êtres humains, nous dépendons de ceci pour notre survie. Mais il y a également les personnes qui, face à ces situations où l'on voit des avancées très lentes, se sentent frustrées et pensent que la recherche sur ces thèmes est impérative. C'est bien sûr un débat complexe où l'on ne va pas avoir ici, mais j'aimerais
Vous demandez, car justement sur cette question, le GIEC, dans son dernier rapport, a indiqué que la manque de gouvernance liée à la modification du rayonnement solaire est un risque en tant que tel. Donc, de toute façon, qu'on soit pour ou contre le développement de ces technologies, il faut que d'une certaine façon, nous abordions la question de la gouvernance. Et dans ce sens, ce que je voulais vous demander, c'était de voir si, à votre avis, quel rôle pourraient jouer des organisations internationales comme les Nations Unies dans le développement de cadres de gouvernance sur la modification du rayonnement solaire pour faire face à ces risques. Je crois que c'est un rôle que les Nations Unies doivent jouer un rôle pertinent et important en la matière, euh, ce qui nous a permis au cours des dernières décennies d'avoir un cadre international euh, sur, pour voir où on en est sur la planète. Donc, miser sur la construction d'une gouvernance où il y a des règles claires et les expériences ou l'utilisation de ces technologies est très très important. Là où les nations voient que nous avons besoin de diriger des ressources, je le redis, à des choses plus urgentes, à la survie de la planète. Et, en fin de compte, la planète doit passer avant les intérêts économiques qui à certains moments peuvent émaner de grandes entreprises de notre monde. Et pour nous, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on a besoin de produire une recherche qui aide, par exemple, à la résolution des problèmes nationaux que nous pouvons avoir au Mexique, qui nous aident à faire face aux inégalités sociales, inégalités climatiques, qu'on puisse avancer nos infrastructures en termes de mobilité. Et bien entendu, si beaucoup des problèmes euh, de notre pays. Et là, donc, on entre de la question des ressources qui nous permettent de faire face aux déséquilibres écologiques que l'on crée à cause du système économique. Ça a par exemple provoqué une pandémie comme celle du Covid-19 qui malheureusement a pris la vie de millions de personnes à l'échelle mondiale. Et c'est le résultat de ce déséquilibre écologique où on surexploite les biens naturels. Et donc, il faut éviter de nouvelles pandémies. Et éviter ceci veut dire qu'on revient à un équilibre de la nature. Et donc, d'où la question fondamentale de l'allocation des ressources. Euh, Par exemple, il y a la question du minage en eau profonde sous-marine et on va explorer dans des zones qui ne sont pas nationales. Cette question du minage sous-marin est grave, très grave. Ce processus d'exploration minière est dans des eaux qui ne sont pas continentales et c'est un mauvais exemple, il ne faut pas le suivre évidemment. Ce sont des mécanismes d'exploitation très forts qui font peser un risque sur la biodiversité marine et sur les océans de toute la planète. Et là où est généré l'oxygène que l'on respire. Et donc là, les intérêts économiques sont plus importants dans ce sens-là que la survie des espèces et de la nôtre. Non. Donc c'est là vraiment où il faut attirer l'attention vraiment là-dessus. On ne peut pas penser que si on va exploiter les océans, on ne va pas avoir de conséquences sur les océans. Et dans ce cas, c'est la même chose. Si on va faire ces exercices, entre guillemets, de modification du rayonnement solaire, d'ingénierie solaire, ben, ça va avoir un impact, très certainement. Et ce n'est pas prouvé que ça va nous aider à refroidir le climat de la planète. Et ça va pouvoir créer, au contraire, des déséquilibres du climat sur la planète. Nous arrivons à la fin de notre entretien, mais j'aimerais revenir quelques instants sur la question des risques qui sont impliqués par le manque de gouvernance en termes de modification du rayonnement solaire. Donc, pensez-vous que l'action du gouvernement du Mexique est justement une façon d'aborder ces manques de gouvernance? Oui, bien sûr.
Je pense que les gouvernements nationaux doivent produire une réglementation en la matière et pour ne pas nous convertir en lieu d'expérience. Le gouvernement du Mexique peut le faire. Nous sommes un État souverain, nous avons un fort pouvoir économique et, et donc nous pouvons nous octroyer le luxe de dire non à ce type d'expérience en matière de modification du rayonnement solaire. Et c'est pour ça que dans le cadre international, il faut construire les accords nécessaires avec d'autres pays, d'autres nations, et peut-être pas avec la force économique, la présence de celle-ci, pour que qui pourraient aussi revendiquer l'utilisation souveraine de leur territoire et la non. Ces nations pourraient également revendiquer la non-utilisation. Donc c'est dans le cadre des Nations Unies, de la COP28 qui aura lieu aux Émirats arabes, et ou un endroit comme un pays comme le Mexique aura un espace de dialogue. Et c'est vraiment avec la collaboration, les domaines de la collaboration du gouvernement du Mexique et avec d'autres pays d'Amérique latine d'Ibéro-Amérique. Et on va continuer à parler avec eux pour produire des actions avec les gouvernements des pays africains également. Vouliez-vous me dire de la COP? J'allais vous demander si justement la COP, l'idée de réaliser des réunions bilatérales pour parler avec différents pays de ce besoin de travailler sur la réglementation de la gouvernance de la modification du rayonnement solaire, n'est-ce pas? Oui, oui. On va travailler dans la COP sur une déclaration de différentes nations sur la modification du rayonnement solaire et on va la présenter. Oui, oui, à cette occasion, on parle avec d'autres nations sur le besoin de réglementer et on espère que cela se fera dans le cadre des Nations Unies sur ce domaine. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer cette entrevue, j'aimerais vous poser une question peut-être plus philosophique, car tout ce panorama du changement climatique n'est pas très encourageant. Et vous avez décrit toutes les problématiques auxquelles le Mexique fait face et tous les défis pour les écosystèmes, la biodiversité, etc. Donc j'aimerais vous demander, vu les défis énormes que nous avons face à nous, comment le monde peut-il garder l'espoir sans s'évader de la gravité de la situation? Je crois que le monde fait beaucoup de choses. Les fonctionnaires, les gouvernements avancent à un rythme beaucoup plus lent que ce que font les personnes sur le terrain qui construisent les choses. Donc dans le cas du Mexique, nous le voyons, les personnes qui produisent du café pour l'exporter en Europe, aux États-Unis, c'est du café bio, durable. Ils le cultivent à l'ombre, en prenant soin du sol, qui est la ressource fondamentale. Donc, c'est le café, il y a la vanille, le cacao. Ça vaut aussi pour d'autres produits du Mexique, pour les plants de maïs, car au Mexique, on produit du maïs, mais associé à d'autres cultures, comme le potiron, le piment, les haricots. Donc, il y a un espoir euh, sur la conservation du sol et de la biodiversité. Nous avons fait une étude sur l'impact du programme Sembrando Vidas, Semer des vies, dans des zones naturelles protégées de notre pays. Ça a été très intéressant car euh, cette régénération de la nature dans des endroits qui sont déjà affectés par la destruction ou pour le bétail, par exemple, a permis de régénérer comme des couloirs biologiques en reliant des zones naturelles protégées. On a commencé à avoir des traces de beaucoup d'espèces animales, les pumas, les cerfs, qui utilisaient cette nouvelle reforestation pour circuler par là. Et donc, ça, c'est une réussite, sans aucun doute. Et que font les personnes sur le terrain et sur les territoires
qui produisent des espaces avec différents et qui font beaucoup de choses pour gérer les déchets. Dans le cas du Mexique, on voit surtout des femmes qui sont leaders de leur communauté, qui défendent leur territoire et qui font face, par exemple, à l'intrusion, à l'arrivée massive d'entreprises qui s'installent sur leur territoire et qui les arrêtent d'une façon très courageuse en disant non, non, nous ne voulons pas de ces entreprises ici, ou qui sont à la tête de la lutte dans différents territoires en faveur de l'écologie et de la vie face à des entreprises industrielles qui se sont installées sur leur territoire. Donc je pense qu'il y a vraiment un espoir et une société qui est en mouvement. On le voit au Mexique. Je l'ai vu également, j'ai eu l'occasion de le voir dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc il faut qu'on écoute davantage les personnes qui sont sur le terrain pour construire les politiques publiques avec ces personnes. Par exemple, il y a une sagesse populaire sur le changement climatique. Les gens se rendent compte de ce qui se passe. Euh, Et ils voient par exemple où il y a les infestations, où ils voient par exemple que certaines cultures doivent maintenant se faire en plus en altitude parce que le climat a changé et que par exemple arrivent maintenant des moustiques là où ils n'arrivaient pas auparavant ou des prédateurs. Donc les personnes savent cela, elles le connaissent. Et ils prennent des actions concrètes contre le changement climatique. Ils prennent soin des arbres. Ils mettent par exemple au Michoacán, il y a une communauté qui s'appelle, une communauté à San Jerónimo Perú-Pechua, et ils mettaient par exemple des verres d'eau pour la vie sylvestre, forestière. Et ils ont mis des caméras pour filmer ça. Et c'est très intéressant de voir que cette même communauté présente les images de ces animaux sauvages qui vont boire cette eau qui est mise. Et par exemple, cette communauté a fait des eaux du mine artificielles. Donc, au lieu de dépenser en traitement de l'eau, ils ont pu économiser beaucoup d'énergie. Ils envoient des eaux cristallines au lac de Pátzcuaro, qui est l'un des plus beaux, Pátzcuaro, qui est l'un des plus beaux lacs du Mexique. Et ce sont des personnes d'une communauté qui est autochtone, qui est organisée, qui s'est organisée pour ceci. Et il y a beaucoup d'autres expériences dans tout le Mexique. Donc, il faut que nous leur donnions visibilité et on en tire des leçons. Et c'est là où réside notre espoir. Il y a des entreprises qui détruisent la planète et qui le dévastent, mais il y a également une société qui le défend et qui se réunit, qui contrôle son territoire et qui s'organise pour la consommation et la production, pour la régénération de beaucoup de choses au niveau voilà, de la durabilité. Et il faut qu'on apprenne d'eux, qu'on tire les leçons de tout ça. J'adore ce message plein d'espoir pour clôturer cette entrevue. Et il faut donc descendre du bureau au territoire, en quelque sorte, tu pourrais dire le message d'espoir, aller directement sur le terrain. Merci beaucoup, Agustin Avila, de nous avoir accordé cet entretien très intéressant. Nous souhaitons vraiment une très très bonne continuation, tout le meilleur des choses. Et bien sûr, vous pouvez revenir ici quand vous voulez pour continuer à parler avec nous, car je crois qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes à creuser. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup et j'ai été vraiment ravie de parler avec vous.